Chers amis, chères toutes, chers tous, bienvenue sur Culture, Médias, Algérie. Je tente de comprendre les récits, les mémoires et les enjeux médiatiques qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose une analyse critique autour des guerres de tranchées médiatiques et politiques dans le monde arabe à travers le prisme de ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2011 et de ses prolongements. J'ai travaillé sur certains titres et chaînes de télévision qui ont suivi ce qu'on avait appelé le printemps arabe. J'en parle en profondeur dans mon ouvrage Occident, Grand Sud, Jeu de puissance et guerre latente, disponible sur Amazon. Le printemps arabe a été présenté comme une promesse de liberté et de démocratie. Mais derrière les slogans, les images et les récits médiatiques se cache une réalité complexe. Manipulation, intérêts géostratégiques, propagande croisée et fractures sociales profondes. Cette réflexion que nous allons partager avec vous propose une lecture critique de ces événements en interrogeant le rôle des médias, des puissances étrangères et des pouvoirs locaux. Le printemps arabe, entre guillemets, et ses prolongements ont révélé les contradictions d'un monde arabe traversé par des aspirations démocratiques et des résistances autoritaristes, mais aussi par l'émergence des pays du Golfe décidés à régenter la région en fomentant des troubles dans de nombreux territoires avec, bien entendu, le soutien des puissances, entre guillemets, occidentales. Les médias, loin d'être de simples témoins, ont joué un rôle décisif dans la construction des récits, souvent au service d'intérêts géostratégiques. Entre propagande, spectacularisation et instrumentalisation des images, la couverture médiatique des événements en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie ou encore au Yémen illustre la fragilité des sociétés arabes face aux logiques de pouvoir interne et aux interventions étrangères. Les populations, en voyant ce qui s'était passé en Tunisie en 2011 et dans une moindre mesure en Égypte, s'étaient mises à rêver de véritables changements démocratiques. Et la tempête libyenne a vite refroidi ces ardeurs, ces espoirs, instaurant un climat de suspicion. En Syrie comme en Libye, les opposants étaient armés dès le départ, donc tout était préparé de l'extérieur. En Égypte et en Tunisie également, la tentation du retour autoritariste s'est imposée. On est vraisemblablement devant un travail de manipulation exogène qui a trouvé un terrain propice et des ingrédients favorables. Cette myopie politique, soutenue par la machine répressive, exprime une profonde coupure entre les pouvoirs politiques des appareils fermés et les sociétés. Malgré tout, ce qu'on a appelé le printemps arabe restait fortement suspect. Certes, des ingrédients de véritables changements existaient, mais les résistances sociales et politiques étaient trop fortes. Les socles des pouvoirs d'État
paraissaient fragiles, comme en Tunisie, en Égypte, en Syrie ou en Libye, traversées de fissures profondes, et une résistance latente se manifestait par moments. Mais finalement, dans les sociétés arabes, l'impression dominait que la répression pouvait régler la question de la légitimité, pallier l'absence d'un contrat social solide. Ce manque de pacte plaçait face à face deux univers, le pouvoir d'État et la société, donnant l'illusion d'une absence de réaction liée à la peur. Ces mouvements sociaux surgissaient à des moments particuliers, comme en 2011. Ce qui rendait l'ensemble suspect, c'était que cela touchait des pays arabes spécifiques, où les puissances occidentales cherchaient à instrumentaliser les manifestations à des fins géostratégiques. Donc, il y avait, on le sentait, on le voyait, manipulation. Dès le départ déjà. C'est pour cette raison que ce qui s'était passé en Syrie ou en Libye était prévisible. Et nous voyons ce qui se passe dans ces pays aujourd'hui, d'ailleurs même en Irak. Tous les pays visés ont connu des futurs anarchiques. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui est révélateur. Les intentions extérieures sont désormais claires, proclamées par des dirigeants occidentaux qui veulent renverser un État en mobilisant et en armant des groupes pour provoquer des troubles. Pour les pays occidentaux, il n'était pas question de choix démocratique pouvant remettre en cause leur hégémonie régionale. Il était évident que les intérêts israéliens devaient être défendus. C'est ce qu'ils voulaient, entre autres. L'Occident rabattait ses cartes, ses intérêts géostratégiques, avec en arrière-plan la disparition de la Palestine, hypothèse inimaginable, et le rapprochement avec certains pays du Golfe, bras financiers et acteurs de déstabilisation. Les choses étaient claires. Ce n'était pas le bien des populations arabes que voulaient les Occidentaux. La presse européenne avait vite pris fait et cause pour les manifestants qui scandaient des revendications tout à fait légitimes. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui rendait les choses plus suspectes encore, c'était la répétition des mêmes ingrédients, repris en boucle par différents médias et réseaux sociaux. Tout commençait par des appels via Facebook, titrés Révolution en, avec des milliers de membres dès le lancement. Puis venaient les premières manifestations relayées par Al Jazeera, l'Arabia, France 24, BBC, Arabique, Al Hurra et d'autres chaînes généralistes utilisant presque les mêmes champs lexicaux. Ensuite, intervenaient YouTube et Twitter, l'usage de MMS, de vidéos parfois contrefaites, d'appels téléphoniques truffés d'erreurs, et l'apparition paradoxale de témoins entre guillemets, se transformant en source unique d'information, des témoins anonymes qui apportent la bonne information. Puis, entraient en lice les puissances, entre guillemets, occidentales et certains pays du Golfe, condamnant les tirs, entre guillemets, sur les populations, après une grande opération de diabolisation. L'ONU, la CPI et les ONG, la CPI, c'est la Cour pénale internationale, et les ONG, organisations non gouvernementales, reprenaient le même discours. Le président serait devenu illégitime
après avoir, entre guillemets, tiré sur sa population, sans preuve tangible, sinon la parole des témoins, entre guillemets. Le journaliste ne consultait pas la partie adverse. Il adoptait sans réserve la version dominante, dans une lecture binaire du monde où l'autre est forcément sauvage, entre guillemets, criminel, entre guillemets, ou cynique, entre guillemets. L'expression tirée sur les populations devenait un stéréotype galvaudé, perdant son sens initial. Ce n'était pas un hasard si parmi les premières cibles de l'aviation de l'OTAN en Libye figuraient les bâtiments de la radio et de la télévision. Kadhafi, connu pour son autoritarisme et son discours contradictoire, a accentué les inégalités en cherchant à montrer patte blanche à l'Occident, entre guillemets, par un discours néolibéral. Privatisation, ouverture au marché, remise en cause de certains acquis sociaux et destruction de certains armements. Jamais la Libye et la Syrie n'avaient connu une situation sociale aussi grave qu'après l'application des règles antipopulaires de ce qu'on avait appelé à l'époque l'économie de marché, provoquant chômage et ralentissement des investissements. Le FMI, dans son rapport sur la Libye, publié le 20 février 2011, avait pourtant, dans ces conditions, accordé un satisfecit total au régime de Tripoli, encourageant la remise en cause des acquis sociaux. Les institutions internationales célébraient les avancées, entre guillemets, de la Libye sous Kadhafi. Espérance de vie de 74 ans, analphabétisme réduit à 5%, budget de l'éducation fixé à 2,7% du PIB et celui de la défense limité à 1,1%. La presse européenne, elle aussi, louait la Libye dirigée par Kadhafi. Mais tout se jouait autour du pétrole. 60 milliards de barils de réserve, du gaz, 1500 milliards de mètres cubes, de l'uranium des pays du Sahel dont le Niger est frontalier de la Libye, et les francs souverains déposés dans les grandes banques occidentales. Sans oublier la possible ouverture d'une base militaire de l'AFRICOM, commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, aujourd'hui domicilié à Stuttgart. L'humanisme affiché reposait en réalité sur la défense d'intérêts économiques et militaires colossaux. Des pays comme l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et la Somalie ont, depuis cette embellie démocratique entre guillemets, connu des centaines de milliers de morts, une régression dramatique. Ces révolutions, entre guillemets, opposaient souvent des hommes ayant longtemps travaillé ensemble. À Tripoli, Kadhafi affrontait ses anciens ministres de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que ses responsables des services de renseignement. À Damas, Bachar al-Assad retrouvait d'anciens piliers du régime comme Rafat al-Assad et Abd al-Halim Khaddam convertis dans l'opposition après avoir cautionné les dérives du pouvoir syrien. Au Yémen, le schéma était similaire. À Bahreïn, silence total sur une répression féroce, comme dans les autres monarchies du Golfe. Aujourd'hui, nous assistons à un détournement de ce qu'on a appelé les révolutions tunisiennes et égyptiennes vers une voie néolibérale et des pratiques, entre guillemets, démocratiques, dépourvues de socialité, plaçant tantôt un islamiste, les frères musulmans, tantôt un militaire ou un nationaliste, entre guillemets, autoritaire à la tête du pays. Dans ce que certains ont vite appelé printemps arabe, en référence au printemps de Prague, les médias ont paradoxalement joué un rôle majeur en favorisant une désinformation systématique. Les grandes agences européennes, américaines,
API, Associated Press, Reuters, AFP, déversé plus de 25 000 dépêches et 30 millions de mots par jour, désormais marqués par l'empreinte du complexe militaro-industriel et des intérêts dominants. La majorité des médias internationaux abonnés à ces agences relayaient des vérités entre guillemets présentées comme neutres, mais profondément orientées. Dans ces révolutions arabes, la présence de la chaîne qatari Al Jazeera, silencieuse sur les atteintes aux droits au Qatar, et la chaîne saoudienne Al Arabiya, qui censurait systématiquement les images des manifestations au Bahreïn et des violations en Arabie saoudite, était très forte. Aucune prudence ni distance n'était observée. L'information laissait place à la spéculation et aux approximations prises en charge par la voix centrale des témoins. Ceci épousait les contours des chaînes ou journaux qui, sans investigation, avançaient un discours affirmatif fondé sur une parole unique, souvent approximative. C'était la dictature du témoin, entre guillemets. Le lexique employé était similaire partout. Même parole, même formule stéréotypée. Un régime qui tire sur sa population n'est pas légitime, cynique, sauvage, protection des civils. La répétition de ces formules suscitait une réelle suspicion. Le mot régime subit un extraordinaire glissement sémantique négatif. Il passe de la notion d'ensemble, de structure de pouvoir, à une entité anonyme négative. Cette notion est souvent employée par la presse occidentale pour qualifier des États ou des pouvoirs en désaccord ou en conflit avec leur pays. La quête de vérité devenait secondaire. En Libye et en Syrie, alors que les opposants étaient armés, les médias construisaient une image manichéenne. Les opposants étaient présentés comme de simples civils, entre guillemets, tandis que les forces gouvernementales étaient réduites à une entité péjorative appelée régime. Le terme régime, comme je l'ai dit, a connu un glissement sémantique. D'abord désignant l'ensemble des structures de pouvoir, il s'est progressivement réduit à une figure abstraite et diabolisée, servant à délégitimer l'autorité en place et à justifier l'opposition ou l'intervention extérieure. Le président, quant à lui, subissait une métamorphose médiatique. Célébré quelques années auparavant, il était désormais décrit par une avalanche de qualificatifs négatifs et de faits non vérifiés. C'était la machine à fabriquer le faux. Comme le souligne un sociologue cité dans un site d'information, il s'agissait, pour le reprendre, d'une utilisation stratégique du faux, d'un surdimensionnement de l'événement et d'un regard manichéen. Il écrit ceci: la lutte est d'abord représentée comme un duel entre le puissant et le faible, sans défense, puis transfigurée en une opposition frontale entre le bien et le mal absolu. Le registre lexical religieux emprunté par les politiques européens et américains était repris par des chroniqueurs et éditorialistes légitimant les interventions militaires par des sermons monologiques. Le travail de mise en scène du faux n'était pas nouveau. On se souvient des fausses images de l'étudiant, entre guillemets, ou du faux étudiant, assassiné à Prague en 1989. Donc c'était faux. Du faux témoignage de la fille de l'ambassadeur du Koweït sur les bébés sortis d'incubateurs,
et c'était faux. Ou encore de l'épisode du Timișoara en Roumanie, où il y aurait eu donc un ensemble de 70 000 cadavres. Et c'était faux. L'histoire des armes de destruction massive en Irak reste symptomatique de cette crise d'une presse peu soucieuse de vérité, et tout simplement parce que l'élément essentiel dans le métier du journaliste, c'est la vérification de l'information et aussi la multiplication des sources. On a aussi oublié le cas d'Iman al-Ubaidi, qui avait affirmé devant les journalistes avoir été violée par des hommes de Kadhafi, présentés comme des monstres. Elle fut ensuite expulsée du Qatar pour avoir voulu révéler la véritable histoire de son viol, entre guillemets, présumé. Elle voulait de l'argent. Les journaux et télévisions proposaient exclusivement des images négatives des cibles, Syrie, Côte d'Ivoire, Palestine par exemple, effaçant les positions favorables à la négociation. Les droits des individus devenaient à géométrie variable. Les journalistes usaient d'une rhétorique guerrière et militaire. Ce travail de déshumanisation touchait aussi la présentation des Palestiniens, décrits comme des monstres ou des dangers. Ce regard évacuant toute éthique contredisait la possibilité même d'un journalisme digne de ce nom. La quête de vérité était exclue. Le discours prenait parti, refusait la pluralité et la polysémie et la polyphonie. Un racisme anti-arabe et anti-palestinien marquait de nombreuses publications et chaînes de télévision devenues ordinaires jusque dans les institutions. Même les agences de presse perdaient leur crédibilité. Chaque pôle cherchait à mettre en œuvre ses propres moyens de communication, réseaux mobiles, TIC, industrie technique d'information et de communication, industrie spatiale. Les échanges entre grandes puissances devenaient difficiles. Le protectionnisme revenait en force et le libéralisme abandonnait certains pans de liberté commerciale. Les médias esquissaient un décor où les acteurs violents convoquaient la compassion en présentant les populations comme victimes, entre guillemets, des régimes en place. Le discours guerrier dominait. Les chaînes produisaient des images tronquées, plans rapprochés pour donner l'illusion d'une foule plongée pour isoler un dirigeant diabolisé. La production médiatique accompagnait les puissances impériales et soutenait les puissants du jour. Dans les pays du Nord, la presse était souvent détenue par le monde de la finance, orientant sa ligne éditoriale. Dans les pays du Sud, les médias étaient aux mains de l'État, servant les pouvoirs en place. En Amérique latine, les organes privés détenus par la bourgeoisie locale dominaient. Au Venezuela, par exemple, 9 chaînes sur 10 et 90% des radios et journaux appartenaient à des forces hostiles au président, qui ne disposait que d'une émission hebdomadaire, Allo Presidente, pour s'adresser à son peuple. Oui, les choses étaient ainsi. Dans ce contexte de conditionnement et d'appropriation du champ social par l'argent, le débat public était neutralisé. Il perdait ses attributs polyphoniques, confondant sphère privée et sphère publique. Les réseaux sociaux pouvaient peut-être permettre un éclatement des espaces et une pluralisation de l'information. Enfin, l'examen des pratiques de censure et des dérives médiatiques, humoristes sanctionnés, journaux réduits au silence, révèle combien la liberté d'expression demeure fragile.
même dans des sociétés se réclamant de la démocratie. La presse, loin d'être neutre, est traversée par des rapports de force politiques, économiques et idéologiques qui orientent ses récits et ses choix éditoriaux. Ce parcours, à travers les récits du printemps arabe, nous rappelle que l'information n'est jamais neutre. Elle est façonnée par des intérêts, des idéologies et des stratégies de pouvoir. Comprendre ces mécanismes, c'est résister à la simplification et au manichéisme et redonner à la critique son rôle essentiel. Merci de votre écoute, merci chers amis et à bientôt.